Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre émission Entretien. Bienvenue parmi nous et nous avons face à nous, une fois de plus, le docteur Silas Mimile Makangou. Docteur, merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie, John, c'est toujours un plaisir de partager ces instants avec vous. Voilà, c'est parce que si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a justement l'actualité, mais également une mise à jour quand même que nous devrions quand même faire parce que le pays évolue avec ses progrès, mais également ses malentendus. Mais ce que nous voulons, c'est construire une République démocratique du Congo qui, si aujourd'hui nous sommes en train de tâtonner, puis demain pourra être une nation beaucoup plus forte. C'est aussi ça le rôle des intellectuels que vous êtes. J'espère que vous ne vous fatiguez pas lorsque vous enseignez les vertus. On ne peut pas se fatiguer, d'autant plus que cela fait partie de notre vocation. Et je considère que c'est pour nous un impératif, un devoir. Ce devoir, celui d'apporter la lumière pour que la société, la nation, la République ne vivent plus dans les ténèbres. Parce qu'on ne peut rien construire de solide dans les ténèbres. On ne peut pas penser à un quelconque avancement dans les ténèbres. Il faudrait alors dans ces cas-là partager la lumière. Et la lumière, c'est la connaissance. Justement. Et cette connaissance, elle est très très importante pour que nous puissions nous fixer sur les concepts en usage et qui justement alimentent l'actualité. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en cacher, il y a un débat. On parle de fédéralisme, le fédéralisme en République démocratique du Congo. Voilà, il y a un camp qui estime que le fédéralisme est une très mauvaise chose, alors que nous connaissons dans le monde des pays qui vivent justement sous ce régime fédéral, mais qui sont très prospères. Est-ce que le problème, c'est le fédéralisme ou est-ce qu'il faudrait nécessairement que nous puissions rester tout simplement dans l'unitarisme que nous clamons en République démocratique du Congo et que nous voulons de toute notre force? Mais si le fédéralisme s'invite, cela veut dire que voilà, nous voulons diviser le pays pour que nous connaissions une sorte de balkanisation. En fait, si je le dis ici, mais c'est ce que nous entendons. Bon, c'est vrai, John, là nous descendons tellement bas pour ne pas emprunter les propos de l'homme de la rue. Je pense que sur ce plateau, nous allons essayer de segmenter notre propos en 3 parties. Ouais. La première partie, je la consacrerai à la théorie. Je tenterai d'expliquer la différence qui existerait entre un État dit fédéraliste et un État unitaire. Et nous allons aussi, en deuxième partie, donner la dimension politico-historique de notre pays. Voilà. Parce qu'il faudrait rappeler ici, à l'entame de notre propos, que ce débat n'apparaît pas pour la première fois. C'est-à-dire que c'est un débat qui réapparaît. Voilà. Et en troisième partie, je vais maintenant, cette fois-là, essayer, dans la mesure du possible, de fixer l'opinion par rapport à ces débats, tout en tenant compte du contexte politique actuel. Voilà. Et c'est quoi le fédéralisme? Alors, le fédéralisme, c'est cette forme de l'État. Parce que généralement, il y a ces 2 grandes formes de l'État. Il y a des États qui se veulent unitaristes. Il y a de ces États qui se veulent fédéralistes. Les États unitaristes concentrent le pouvoir dans un même pôle. Et ce pôle a la compétence juridique, constitutionnelle, de pouvoir réglementer le pouvoir, permettez la tautologie, sur toute l'étendue du territoire national, en concentrant vers lui le gouvernement, les institutions politiques, en concentrant avec ces institutions toutes les décisions qui sont censées être prises pour dicter la marche de la nation. Très bien. Donc c'est ce que nous avons vécu ici, notamment ce que nous avons vécu avec le maréchal Mobutu. C'est une forme de pouvoir qui se présente sous forme pyramidale. Voilà. C'est-à-dire l'on part du sommet vers la base. C'est-à-dire tout descend d'en haut pour affecter les entités vers les bas. Voilà. Alors, la deuxième forme, c'est cette forme que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui, c'est cette forme dite fédéraliste. Voilà. C'est quoi un État fédéral? Un État fédéré, c'est un État où les provinces jouissent non pas seulement d'une autonomie, comme nous le voyons aujourd'hui avec l'État
mixte que nous avons aujourd'hui, unitaire fortement décentralisé. Oui. Mais ici, dans le fédéralisme, chacune des provinces se présente comme un État et a l'attitude de pouvoir adopter, voter une politique qui lui semblait bonne. Okay. C'est vrai qu'à un certain niveau, il y a des partages de compétences. Tout dépend de comment est-ce que nous allons les définir. Pour certains États, c'est au niveau de l'armée. Pour d'autres, même au niveau de la justice. Chaque État fédéré est libre de pouvoir instituer ces règles du jeu, de pouvoir décider de comment est-ce qu'elle va fonctionner, différemment des autres États. Voilà. Okay? Mais c'est comme aux États-Unis. C'est comme aux États-Unis. Par exemple, il y a des États qui acceptent telle chose et ces choses-là sont supprimées ou encore condamnées, considérées comme un délit dans d'autres États. C'est-à-dire il y a cette liberté en termes d'options de politique, du point de vue de la loi, du point de vue des priorités. Mais c'est peut-être au niveau de la diplomatie. Lorsqu'il faudrait représenter l'État, au niveau de l'armée, lorsqu'il faudrait défendre, parce que l'armée n'a pas la vocation de défendre un État fédéré, mais l'armée a la vocation de défendre l'État fédéral dans son entièreté. Alors ça, c'est la première dimension qu'il faudrait saisir. Maintenant, la deuxième dimension, lorsque je parlais de la dimension politico-historique, il faudrait dire déjà, lorsque le Congo chercher à accéder à son indépendance, ces débats avaient déjà commencé. Okay? Par exemple, l'Abaco a milité pour le fédéralisme. Justement. Les MLC de Patrice Emery Lumumba ont opté pour l'unitarisme. Okay? Les Konakat, les Tchombe et autres ont prôné pour le fédéralisme. Donc déjà à l'époque, les débats existaient. Okay? Les débats existaient. Lorsque le maréchal Mobutu arrive au pouvoir, il se rend compte qu'il faudrait partir sur de nouvelles bases. Et ces bases étaient telles qu'il faudrait que nous puissions tous regarder dans une même direction et avoir un pôle dont il sera l'incarnation pour pouvoir exercer le pouvoir sur toute l'étendue de la République. Dans l'unitarisme à outrance. Avec le Tatabo Moko. Voilà. Et cela a marché pendant un temps. Lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila arrive, nous sommes dans une sorte d'ambiguïté. Rien n'était encore très bien défini. Finalement, il y a eu les rébellions du MLC, du RCD, et ainsi de suite. Et lorsqu'on va aller au dialogue intercongolais, là, question de mettre sur un même diapason les fédéralistes et les unitaristes, nous allons opter pour un unitarisme fortement décentralisé. Donc, c'est en quelque sorte, nous sommes à mi-chemin entre l'unitarisme et le fédéralisme. C'est-à-dire que nous avons peut-être une difficulté. Il fallait contenter les différents acteurs qui ont pris place. Et même, je reviens ici, et même au niveau de la conférence nationale souveraine, on avait encore eu ces débats-là. C'est pour dire que ces débats ne datent pas d'aujourd'hui. C'est un débat qui date de depuis plusieurs temps. Alors, maintenant, à ce stade, la question qu'il faudrait se poser, John, s'il y a nécessité, s'il y a opportunité pour qu'aujourd'hui, en avril 2025, avec tout ce que nous rencontrons comme problème, nous puissions entamer un débat sur le fédéralisme. En tant qu'intellectuels, nous avons la liberté de pouvoir émettre des avis, de pouvoir contredire les avis qui ont été émis, et ainsi du choc des idées jaillira la lumière. Mais la plus grande préoccupation ici, c'est de se poser la question s'il y a opportunité. Parce que l'absence de l'opportunité va enlever à ces débats sa pertinence. Justement. Pourquoi? Parce que notre pays est en train de traverser une des périodes les plus sombres de son histoire. Une crise profonde. C'est vrai que plus d'une fois nous avons eu des rébellions. C'est vrai que plus d'une fois il y a eu quelques villes qui ont été occupées par des mouvements rebelles. C'est vrai que plus d'une fois notre crise s'est vue internationalisée pour devenir un sujet pour lequel s'inquiètent les autres nations de la région. Mais il y a une particularité aujourd'hui.
c'est que la particularité, c'est que nous sommes entrés dans une sorte d'enlisement. La situation continue à s'enliser. La situation continue à perdurer. Et si l'on doit avoir un regard franc, intellectuellement honnête, il faudrait dire que l'avenir nous semble sombre. Ce qui devrait nous amener, par sursaut patriotique, à nous concentrer sur les questions les plus importantes. Quelles sont ces questions les plus importantes? C'est d'abord la récupération de ces parties occupées par les mouvements rebelles soutenus par le Rwanda. Oui. Deuxième préoccupation, c'est de nous assurer que l'État congolais sera en mesure de pouvoir exercer son autorité sur toute l'étendue du territoire national. Troisième préoccupation, il faudrait très vite mettre en place une politique dont l'aboutissement serait entre autres le retour d'une cohésion nationale. Pourquoi? Parce que ces différents éléments que j'ai évoqués tout à l'heure, s'ils ne sont pas pris en compte, eh bien c'est notre existence qui est menacée. Or, si l'existence est menacée, le débat sur le fédéralisme ne rend donc pas son importance. Voyez-vous? Oui. Donc, mais aussi il faudrait dire ici, lorsqu'on parle, lorsqu'on évoque le fédéralisme, ça serait quand même aberrant de pouvoir lier le fédéalisme à la balkanisation. Ouais. Non, je pense que là, ça serait faire les débats des individus en lieu et place de faire les débats d'idées. Ouais. Mais aussi, il ne faudrait pas juger une idée qu'en fonction de celui qui a émis l'idée. La personne peut ne pas être crédible à vos yeux, mais l'idée garde quand même sa pertinence. Comme je viens de le dire ici, ce débat a été hier, il est aujourd'hui, demain il risquera encore de revenir. Donc sur ce, il est important pour nous en tant qu'intellectuels de pouvoir réfléchir de la plus belle manière. Et ici, laissez-moi évoquer ce qu'a dit une fois l'ancien président chinois, Deng Xiaoping, qui a dit, lorsqu'on lui posait la question si la Chine va faire cette mutation du socialisme vers le capitalisme, il a donné une réponse que j'ai toujours aimée. Il a dit, peu importe la couleur du chat, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc, l'essentiel c'est qu'il attrape la souris. Voyez-vous? Qu'il soit noir ou qu'il soit blanc, s'il s'échappe et attraper la souris, ça nous suffit. Est-ce que l'on se développera parce qu'on est dans le fédéralisme ou l'on se développera parce qu'on est dans l'unitarisme? L'autre question, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, 65 ans après notre accession à l'indépendance, que nous continuons à patauger dans la précarité et dans la pauvreté, que nous continuons à nous contenter dans l'impuissance? Est-ce que c'est à cause de la forme de l'État ou bien c'est la cause serait ailleurs? Voilà comment j'aurais souhaité que les débats soient entrepris. En lieu et place de faire des raccourcis. Quand je dis raccourcis, ce n'est pas pour manquer de respect à cette idée que je considère noble, d'autant plus qu'un État, de tels débats témoignent aussi de la vivacité intellectuelle d'une nation. Merci beaucoup, docteur. En tout cas, vous êtes suffisamment étalé là-dessus. C'est vrai que vous nous avez même recadré. Voilà comment nous devons réfléchir actuellement. Et vous avez posé 3 questions. La première question, actuellement, nous devons réfléchir sur comment d'abord récupérer les territoires qui nous échappent. Oui. Est-ce que si l'option militaire a démontré peut-être ses limites, l'option diplomatique, c'est vrai, nous a permis d'amener à des sanctions, vous en avez quand même souligné, la situation est en train de durer. La situation est en train de durer et plus le temps passe, est-ce qu'il ne faudrait pas que l'on puisse justement admettre que, voilà, quelle que soit la couleur du chat, l'essentiel qu'il attrape la souris, le chat puisse attraper cette souris? Parce qu'aujourd'hui, vous avez, d'aucuns prendraient l'exemple des États-Unis, qui est un État fédéral. Mais d'autres prendront aussi la Chine, qui lui n'est pas... Elle n'est pas fédérale, elle est unitariste. Donc c'est pour dire que le problème n'est pas trop la forme de l'État. Le problème réside d'abord dans la qualité de l'homme. Comment faire, docteur, aujourd'hui pour récupérer toute cette partie que nous avons perdue?
Ben écoutez, pour pouvoir récupérer cette partie qui sont occupées, je ne vais pas Parce dire qu'entre-temps, perdues. les partisans, les différents groupes, les différentes parties ont démontré leur volonté de te mettre quand même autour d'une table pour parler. C'est déjà un début. C'est déjà un début. Je crois qu'il faudrait accorder de la chance à nos dirigeants, mais aussi espérer que ceux qui ont recouru aux armes vont revenir à la raison pour pouvoir considérer l'intérêt suprême de la République. Oui. Lorsqu'on parle de l'intérêt suprême de la République, c'est-à-dire vivre dans la paix, côtoyer la prospérité dans les 2 345 410 km². Voilà. Donc aujourd'hui, la priorité, l'urgence, c'est de réfléchir comment récupérer ces parties occupées par le mouvement. Mais lorsque nous rebelle. éparpillons les efforts ou bien lorsque nous diminuons les possibilités de chance, vous avez l'avantage d'être un intellectuel, un grand intellectuel d'ailleurs, je le rappelle, de même que Fulgence Moteba, qui est l'archevêque de Lubumbashi, président de la SENCO, Merci. également intellectuel comme vous, et en même temps homme d'église comme Fulgence Moteba. Mais voilà, nous sommes en train d'assister à une sorte de détournement justement de ce débat, de l'attention et de l'importance de cette démarche qu'ont menée les pères de l'Église catholique et de la SENCO. C'est la question que d'aucuns... On ramène maintenant des débats sur les financements de cette démarche. Mais apparemment, est-ce que pour venir à bout justement de cette crise, est-ce qu'il est encore important aujourd'hui d'éparpiller les efforts? On ne doit pas seulement éparpiller les efforts, mais il faut aussi éviter d'éparpiller son énergie intellectuelle. C'est-à-dire, en ne sachant pas sur quoi se focaliser, nous risquerons d'être moyens partout, en lieu et place d'être bons en une partie, dont la guérison affecterait la guérison totale du corps qu'on appelle la République démocratique du Congo. L'intellectuel congolais, l'universitaire congolais, malheureusement, se comporte comme les enfants dans la cour de la récréation. Vous savez, dans la cour de la récréation, lorsque les enfants ont un ballon, tous courent derrière les ballons. La direction de la course dépend de la direction que prend le ballon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles. Si le ballon va à gauche, tout le monde va à gauche. Si les ballons vont à droite, tout le monde va à droite. Si les ballons montent au-dessus, tout le monde lève les yeux pour regarder les ballons. Donc, on ne sait pas qui est meilleur, on ne sait pas qui est bon, on ne sait pas qui a marqué, parce que c'est ça le jeu dans la cour de la récréation. OK? Alors, cette façon de se comporter devient aujourd'hui une des caractéristiques de l'universitaire congolais qui n'est pas capable, malheureusement, à pouvoir se focaliser sur un sujet qui touche à sa nation, qui touche à la survie de la communauté nationale, qui soit dans l'aboutissement aiderait les pays à sortir de sa précarité ou de sa pauvreté. Donc, nous réfléchissons en partie et vite quand il y a une proposition, quand il y a une suggestion d'un autre sujet, nous quittons le sujet que nous étions en train d'aborder, de débattre, pour aller aborder un autre sujet. Ainsi, nous ne sommes pas seulement un pays des inachevés en termes d'infrastructures, mais nous devenons aussi un pays d'inachevé en termes d'idées. Or, il faudrait que nous ayons cette hauteur morale, spirituelle et intellectuelle pour nous décider de nous concentrer sur telle question. Très bien. La question de la sécurité. Très bien. Puisqu'il a été dit que tous les efforts sont bons. Parce qu'on ne peut pas parler de la dimension diplomatique dans la recherche du retour de la paix dans cette crise que nous traversons aujourd'hui, tout en négligeant aussi les efforts que fournissent les prélats et les pasteurs de l'ECC. Parce que ça aussi, c'est de la diplomatie. Mais seulement, c'est ce qu'on appelle la diplomatie publique. Et j'estime que l'État congolais, vous avez vu que ses compatriotes ont eu le privilège, je dirais, mais aussi la responsabilité, de rencontrer même certains chefs d'État avec qui ils ont échangé. Ils ont échangé même là où nos diplomates de carrière ou ceux qui ont été envoyés en mission officielle n'auront peut-être pas cette facilité de pouvoir échanger avec eux. Mais j'estime aussi l'avantage que nous risquerons de rater, c'est que lorsqu'un chef d'État est en train d'interagir, d'échanger avec les hommes d'église, je pense que
il y a moins de langage diplomatique, il y a moins de non-dits, il y a quand même cette chance-là, cette possibilité que le président Museveni, que le président Ruto, que le président Denis Sassou Nguesso, que le président Lorenzo, le président Kagame disent aux prêtres ce qu'ils ne diraient pas à un émissaire officiel. Ça, l'État congolais devait aussi les maximiser. Aujourd'hui, nous sommes en plein du 21e siècle et la diplomatie n'est plus l'apanage que de ceux-là qui ont une fonction officielle ou bien qui sont diplomates de carrière. De deux, en lieu et place de considérer ce qu'ils ramènent comme retombées, ce qu'ils ramènent dans l'ère judiciaire après avoir été à la chasse, nous tombons dans ces débats du financement ou non. Et c'est ça le comble. OK? C'est ça le comble. Et je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je pense que nous nous écartons petit à petit de l'essentiel et nous risquerons de faire les lits pour l'ennemi parce que ce que l'ennemi voudrait, c'est quoi? C'est l'usure. Parce que l'usure dans cette situation risquerait d'institutionnaliser les mal et nous amènerait à accepter cela comme étant une réalité et voir comment cohabiter avec cela. Merci. Or, nous devons à tout prix éviter ceci. Merci vraiment, docteur. Merci pour votre contribution. Voilà, c'est ça, la République démocratique du Congo, malheureusement. Et nous avons besoin de forger les consciences. Nous avons besoin de toucher les consciences pour que cette RDC puisse décoller. Puisqu'à un moment, nous craignons même que vous, les pasteurs, puissiez à ce moment vous décourager parce que vos efforts souvent sont toujours très, très, très mal vus. C'est vrai, nous savons que vous faites tout de bonne foi, mais voilà, peut-être que le politique ne vous rend pas nécessairement à la hauteur de votre sacrifice. Bon, moi, mon avis, je pense que les prêtres, les pasteurs, avec cette démarche, déjà, il faut comprendre, j'ai quand même essayé de les écouter via les réseaux sociaux, j'ai essayé de lire pour avoir une idée sur leur démarche. Ils parlent d'un retour de la paix, mais aussi du vivre ensemble au niveau de la région. Du bien vivre ensemble au niveau de la région, dans la région des Grands Lacs. Donc, ce qui suppose que leur démarche va au-delà d'une paix ponctuelle, mais va plutôt va plutôt à la recherche, à la quête d'une paix durable, à long terme. Et moi, j'estime que l'État congolais devrait voir dans quelle mesure travailler ensemble avec ces princes d'église pour essayer de converger les efforts parce qu'au finish, nous voulons tous la paix. Il n'y aura pas de paix dans la région si le Congo n'est pas en paix. Et le Congo ne sera pas ce chantre de la paix si en interne lui-même ne sait pas comment construire la paix. Or, la paix, c'est un chantier. Et ce chantier nécessite l'implication de tous les fils et de toutes les filles du Congo. Qu'ils soient religieux, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient politiques. Ici, il faudrait petit à petit dépolitiser nos échanges intellectuels qui, de plus en plus, à cause de ces politismes, nous commençons à réagir émotionnellement en lieu et place de pouvoir réfléchir intellectuellement. C'est-à-dire, il faudrait ici, mon cher ami, que les réflexes cèdent la place à la réflexion. Considérer les choses froidement. Le débat sur le fédéralisme est un débat qui vaut son pesant d'or, mais seulement j'estime qu'aujourd'hui, il n'y a plus autre chose à faire. Mais aussi, il faudrait que dans ceux-là, qui craignent ces débats fassent aussi un effort de se poser la question si ces débats sur le fédéralisme ne serait pas un cheval de Troie pour autre chose. Parce que ça aussi, il ne faudrait pas le nier. Ne pas voir aussi le danger séparatiste serait aussi une mauvaise approche, une mauvaise appréhension de la situation dans sa globalité. D'où, il faudrait que nous puissions réfléchir. Est-ce que le Congo est trop grand pour nous? Est-ce que c'est l'étendue du Congo qui constitue un problème ou bien c'est notre incapacité à gouverner depuis notre accession de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui? Je vous donne l'exemple de la Chine qui s'est développée
malgré que cette Chine soit unitariste. Mais voilà, mais dans certaines tribunes, mais également dans les revendications de certains belligérants ou bien certains acteurs politiques, l'on estime que c'est peut-être le pouvoir aussi qui corrompt. Voilà, c'est comme si à la tête du pays, à travers l'histoire, je ne parle pas du pouvoir actuel, à travers l'histoire, chacun qui vient ne tient pas compte des réalités du passé. Bon, ça, c'est pas seulement au niveau du pouvoir, mais nous tous, nous sommes vraiment un peuple anachronique. Nous sommes nous vivons loin de notre histoire. Parce qu'il existe, par exemple, l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs, apparemment. Tout ce qui a été mis en place, notamment au niveau du pays, dans le cadre justement de cet accord, je vous ai dit tantôt que nous sommes un pays de dialogue intercongolais. Voilà, maintenant, c'est comme si l'on a sapé cela. Ça peut être, ça, ce sont certaines tribunes. Voilà, ça peut être aussi une explication de la crise actuelle. Une explication de la crise actuelle. C'est-à-dire que cette crise, voilà pourquoi j'ai toujours dit, mettre tout sur le dos du Rwanda serait une analyse très biaisée et qui ne nous apporterait pas la solution. Il y a un mal qui vient de l'extérieur, mais il y a aussi un mal endogène. Ok? Il y a un mal qui est venu de l'extérieur à cause des agendas des pays voisins, de grandes puissances, des multinationales, mais aussi il y a quelque chose qui fait les lits de ces mal extérieurs. C'est notre inconscience collective, c'est notre incapacité à mettre en place un État qui fonctionne avec une justice sociale, équitable. C'est aussi la mauvaise gestion de frustration. Très bien. Mauvaise gestion de frustration, comme à l'époque de Lumumba, qui a abouti à la sécession katangese. Voyez-vous, le 11 juillet. La même frustration mal gérée qui, le 8 août, a conduit à la sécession kassaïenne. Donc, gouverner nécessite à ce que l'on développe cette capacité à pouvoir analyser les choses froidement et non pas émotionnellement, à faire une analyse intelligente et non pas politicienne. Nous sommes un pays des inachevés. Lorsque vous regardez ce qui est ressorti de la conférence nationale souveraine, si seulement on pouvait mettre cela en application, on serait très loin. Si l'on tenait compte de tout ce qui a été décidé lors du dialogue de Sun City et qu'on appliquait, même à 75%, nous serons très loin aujourd'hui. Parce que nous aimons beaucoup inaugurer, mais nous ne voulons pas achever. Voilà pourquoi je parlais d'un état des inachèvements. Pourquoi nous aimons les inachèvements? C'est parce que nous-mêmes aussi, aujourd'hui, nous sommes des hommes inachevés. Nous prétendons être intelligents, mais incapables de résoudre par nous-mêmes nos problèmes. Cette question du fédéralisme, même si on les mettrait au frais pour dire qu'on va en débattre après, mais je pense qu'il faudrait bien voir si cela ne transpire pas une certaine frustration dans certaines parties de la République qui estiment que Kinshasa ne serait pas capable de pouvoir exercer sur toute l'étendue de la République son pouvoir. Aujourd'hui, oui, Kinshasa est incapable d'exercer l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire national. L'une des preuves, c'est le nombre de groupes armés que nous avons. Plus de 216 groupes armés. Certains de ces groupes se présentent comme étant des groupes d'autodéfense. Ce qui suppose qu'ils s'autodéfendent parce que ni la police ni l'armée est en mesure de les sécuriser. Donc, ce qui signifie quelque part, il faudrait réfléchir froidement, il faudrait réfléchir comme il se doit et se poser la question, est-ce que le problème c'est le fédéralisme ou bien c'est l'unitarisme? Est-ce que nous sommes là où nous en sommes aujourd'hui parce que nous ne sommes pas un État fédéral? Est-ce que la création ou encore l'avènement de ce fédéralisme nous propulserait vers les rêves que nous avons, si seulement nous l'avons, ces rêves congolais? Si seulement nous l'avons. Est-ce que ça nous propulserait ou bien est-ce que ça ne ferait pas les lits d'un séparatisme qui viendrait après que Kinshasa serait à même de pouvoir... Mais cette insistance dans cette dénomination unitariste fortement décentralisée,
d'un fortement décentralisé. Ne sentez-vous pas que, au fait, c'est ce que l'on voudrait effectivement? Mais justement, d'ailleurs, vous posez une très bonne question. Dans ce fortement décentralisé, quelles sont devenues nos provinces? Mais apparemment aussi, cela n'a pas été bien appliqué. Hein. Toutes ces provinces, dans le cas des désinachevés que vous avez. Ces provinces n'ont jamais été sévrées. Elles continuent à téter aux mamelles de Kinshasa. Ouais. Et quand les mamelles de Kinshasa n'ont pas de lait, on sait voir ce qui se passe dans nos provinces. Justement. La pauvreté, la paupérisation de ces différents territoires. En fait, le problème, c'est avant tout d'avoir un leadership. Et c'est ce leadership qui nous fait défaut depuis notre accession à l'indépendance. L'épineux problème de leadership qui revient à toutes les émissions. Qui revient à toutes les émissions. Pourquoi? Parce que je pense que dire qu'il faut recourir au fédéralisme, dire qu'il faut recourir à l'unitarisme, accuser les uns qu'ils cela amènerait la balkanisation, cela montre aussi quelque part que la cohésion nationale a été largement affectée. Parce que si on procède aujourd'hui au fédéralisme, eh bien, il y a de ces provinces qui souffriraient, qui seraient condamnées pendant un long moment jusqu'à ce qu'il y ait un véritable sursaut. Qui seraient condamnées pendant un long moment à la pauvreté. Oui. Ok, vraiment à une pauvreté sévère. Pourquoi? Parce que ces provinces dépendent de Kinshasa et Kinshasa dépend de la production de certaines provinces qui, elles, peuvent survivre sans les autres. Mais les autres ne peuvent pas survivre sans ces provinces-là. Et je pense qu'aujourd'hui, dans cette campagne de la cohésion nationale, nous avons intérêt à travailler de la sorte. Pourquoi? Parce que même sur le plan politique, nous ne sommes pas un État balkanisé, mais je pense qu'il y a beaucoup de symptômes qui montrent que le Congo est presque un État balkanisé. Ok? Presque un État balkanisé, dans la mesure où ce qui affecte une partie de la République, ce qui touche une partie de la République, n'affecte pas forcément l'autre partie de la République. Et pour y arriver, l'un des préalables, je vais redire ce que j'avais tantôt dit ici, il faudrait que nous puissions comprendre. Dans la quête de la cohésion nationale, le gouvernement congolais doit comprendre que la cohésion nationale sera matérialisée aussi lorsque le Congolais qui habite le nord peut avoir la facilité en un temps record d'atteindre le sud. Celui qui habite l'ouest en un temps record atteindra l'Est. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cohésion nationale sans voie de communication. Voyez-vous? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart de nos grandes villes et même provinces qui sont frontalières à d'autres États voisins survivent grâce aux produits venant de ces pays voisins que des produits venant de notre province de la République. D'où aujourd'hui l'on pense par exemple une province comme le Kasaï central, une autre façon de la désenclaver, c'est de lui créer une voie pour être en contact avec l'Angola. Donc, quelque part, Kinshasa est incapable d'assumer le rôle qu'il se doit, que ce soit dans le fédéralisme, que ce soit dans l'unitarisme, notre pouvoir, depuis toujours, a été faible. Et pour cela, il faudrait renforcer l'autorité de l'État, sa capacité à répondre aux besoins les plus fondamentaux et primaires de la population. Et voilà, c'est votre proposition, mais également vos pistes de solutions qui sont qui sont arrivées justement à bonne oreille, parce que nos émissions sont très suivies, nos émissions portent des résultats, parce que nous avons vu quand même qu'il y a eu des feedbacks tout à fait conséquents. Merci beaucoup à vous, docteur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre contribution. Nous espérons vous avoir encore lors de nos prochains numéros pour encore plus d'éclairage. La République démocratique du Congo qui est condamnée à survivre parce que nous avons encore des millénaires à léguer à nos enfants. Oui.
C'est vrai que nous éparpillons ces efforts. C'est vrai, il y avait une question, mais au regard du temps, la République démocratique du Congo, vous l'avez dit, nous devons compter surtout sur nous-mêmes, même si la guerre en RDC a aussi de corrélation avec dans le contexte international en général, mais opter encore pour les grandes puissances dans le cadre d'un deal qui pourrait nous être favorable du point de vue sécuritaire. N'estimez-vous pas que ce n'est qu'encore une solution à court terme, mais qui ne durera pas? Je crois que tout partenariat qu'on voudrait créer ou solliciter avec un État X serait les bienvenus, mais seulement on ne peut compter que sur ses propres efforts. En lingala, on dit basalaka Voilà. Merci beaucoup. Donc docteur. on ne peut compter que sur nous-mêmes. Et pour cela, soyons d'abord des vrais hommes. Soyons de vrais hommes. Des hommes sérieux, des hommes qui savent sur quoi débattre aujourd'hui. Des hommes qui savent comment gérer les frustrations. Des hommes qui cherchent comment faire la sublimation de l'État et non pas des individus. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci, John. Merci également à vous de nous avoir suivis. Nous espérons que cette émission vous sera utile et que vous pourrez chacun à son niveau prendre des décisions ou bien avoir un nouveau regard de la vie dans notre communauté République démocratique du Congo. Tout ça, nous le faisons pour nous, pour vous et pour nos descendants. Puisque le docteur Silas est là, c'est aussi un écrivain. Tout ce que vous nous dites, vous les consignez également dans les ouvrages, pour que les générations futures puissent également les consommer. La contribution est intellectuelle. Merci encore à vous, docteur. Merci, John. Ok, au revoir chez vous.